Bonjour et bienvenue. Nous aurons un petit peu la tête dans les étoiles ce matin car c'est en observant le ciel que nous allons découvrir la France puisque notre invité est un homme de science, c'est un astrophysicien de renom, Jean-Pierre Luminet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes astrophysicien à l'Observatoire de Meudon, homme de science, homme de recherche, mais vous êtes aussi un homme multiple talent d'écriture. Vous êtes écrivain, poète et puis vous êtes aussi sculpteur ou peintre à vos heures perdues. De toute façon, on aura l'occasion de s'en apercevoir, c'est plutôt la galaxie en général qui vous inspire. Et vous êtes spécialiste dans le domaine scientifique, notamment des trous noirs. Alors en deux mots pour le téléspectateur qui nous regarde, qu'est-ce que c'est que le trou noir? Alors, grande question. Le trou noir, on pense qu'il s'agit d'étoiles mortes, de sortes de cadavres d'étoiles qui se sont effondrées sur elles-mêmes à tel point qu'elles emprisonnent la lumière et sont donc devenues invisibles. Voilà, avant d'aller, entre autres, en Corse, une région que vous aimez, quel est, Jean-Pierre Luminet, votre paysage préféré? Mon paysage préféré, je pense qu'il s'agit des paysages qui mélangent intimement le ciel et la terre. Exemple, les paysages méridionaux qu'a su bien peindre Van Gogh avec ses nuits étoilées, ou alors les paysages du désert. Où on voit bien les étoiles. Où on voit très très bien les étoiles, mais aussi la terre sauvage. Quelles sont les odeurs que vous aimez? Les odeurs que j'aime, l'odeur des fleurs, en particulier les fleurs de mon jardin bourguignon au printemps. Et quels sont les sons auxquels vous êtes sensible? Les sons auxquels je suis sensible, en ce qui concerne les sons naturels, tiens, si je me remémore mon enfance, je me souviens qu'à l'époque de la transhumance, les troupeaux de brebis et de moutons passaient devant chez moi et j'aimais beaucoup entendre le bêlement des agneaux. Et quel est votre plat préféré? Je sais que vous êtes très attaché à la cuisine. Plat préféré, c'est vrai que c'est un petit péché mignon. Parmi les plats simples, j'aime beaucoup les plats faisant intervenir par exemple les légumes du jardin ou les salades qui poussent dans le jardin. Par exemple, une salade de mâche sauvage avec des pleurotes, c'est très bon. C'est pas mal. Alors, le midi, vous nous en avez parlé tout à l'heure, vous êtes né à Cavaillon. Oui. Vous êtes un homme de la Provence, vous aimez beaucoup le Luberon. Et puis, vous dites volontiers que c'est une région idéale pour observer le ciel. Alors, il y a, bien sûr, dans cette région, dans les Alpes de Haute-Provence, l'Observatoire de Saint-Michel, qui est un des plus beaux par son site, oui. Qu'on découvre là pour l'instant. Vous y êtes allé déjà? Oui, bien sûr. Plusieurs fois. Oui, c'est un site merveilleux pour observer le ciel. Voilà. Le ciel du midi de la France, c'est un ciel qui est particulier pour observer les étoiles? Oui, le ciel est plus clair. D'abord, évidemment, le ciel est plus dégagé parce que le temps est meilleur et puis le ciel est plus clair. Donc, traditionnellement, effectivement, les Alpes de Haute-Provence, avec également un climat sec, ça est particulièrement propice à l'observation astronomique et également les Pyrénées. Et c'est pour ça que beaucoup d'écrivains ont justement parlé, évoqué... Des grands écrivains comme René Char, bien entendu, à l'Île-sur-Sorgue, ou Giono, ont beaucoup écrit sur le ciel. Giono a écrit un superbe essai qui est assez peu connu, qui s'appelle Le poids du ciel, dans lequel il raconte cet effet extraordinaire de ce ciel gigantesque et géant qui est au-dessus de nos têtes en Provence et qui imprègne chaque seconde de notre existence. Alors on va aller dans un autre lieu d'observation, c'est l'observatoire qui se situe juste aux portes de Lyon. C'est un observatoire où aujourd'hui on fait beaucoup de recherches fondamentales, c'est un observatoire qui se visite aussi et ce qui est toujours l'attrait des visiteurs, c'est cette espèce de pièce de musée, c'est-à-dire cet énorme engin pour observer qui est plus que centenaire et qui est toujours là, cette lunette dans laquelle on peut encore regarder le ciel. Alors c'est le maître des lieux qui nous fait visiter. C'était quelques temps avant qu'il ne quitte l'observatoire pour faire autre chose. Alors voyons, c'est une opération en quelque sorte presque porte ouverte, mais vous connaissez bien ça. Alors Jean-Pierre Luminet, vous savez presque 20 ans que vous êtes à l'observatoire de Meudon. Vous rêvez toujours? Je rêve plus que jamais. Je fais un merveilleux métier qui me permet effectivement de rêver. Même si aujourd'hui, le travail au sein des observatoires a beaucoup évolué, puisqu'on fait de la recherche, on travaille plus sur ordinateur qu'en observant les étoiles. Quand je parle de rêve, c'est pour faire écho à ce que disait Jean-Claude tout à l'heure, c'est que c'est un rêve qui est évidemment mêlé d'une extrême rigueur scientifique, bien entendu, si on veut élaborer des modèles de fonctionnement des étoiles, des trous noirs, de la galaxie, etc. Il y a une grande rigueur scientifique derrière, mais je pense que l'imaginaire est donc quelque part le rêve, qui parfois peut remonter à l'enfance, joue un rôle extrêmement
important dans la créativité scientifique. Alors, vous n'avez pas été, pendant votre enfance, un astronome amateur? Ça n'a pas été... Pas vraiment. Bon, je suis toujours très touché par l'enthousiasme extraordinaire des astronomes amateurs qui s'émerveillent à juste titre devant les beautés du ciel. Moi, ma démarche a été différente. Bon, il est vrai que j'habitais en Provence et que j'avais toujours ce ciel, cette présence du ciel extraordinaire au-dessus de moi. Mais ce qui m'a d'emblée interpellé, plus que l'idée de braquer une lunette pour voir mieux le ciel, c'est de voir ce qu'il y avait derrière. C'est-à-dire de comprendre le ciel plutôt avec les yeux de l'esprit. Et autrement dit, de comprendre tout simplement comment ça marche. Et pour ça, il fallait effectivement après faire des mathématiques, de la physique, pour pouvoir élaborer des théories permettant d'expliquer tout ça. Voilà, l'exposition sur les volcans s'apprête à faire le tour de France. On pourra admirer son travail. Alors, vous le connaissez? Vous avez travaillé avec lui? Non, je n'ai pas travaillé avec lui, mais enfin, effectivement, il fait partie d'un courant artistique relativement récent qu'on appelle l'art spatial, qui s'est développé essentiellement aux États-Unis et en France. Par exemple, en ce qui concerne les États-Unis, je peux dire que la NASA emploie régulièrement des artistes, l'un d'entre eux est assez célèbre aussi, il s'appelle Hartman, qui sont chargés effectivement, un petit peu pour les relations avec le grand public de la NASA, de peindre, d'imaginer de fantastiques paysages célestes tels que les sondes spatiales qui parcourent le système solaire, par exemple, peuvent découvrir par la photographie. Et je voudrais dire aussi, pour faire écho à ce que Jean-Michel Joly a dit un moment, c'est qu'en fait, avant l'apparition de la photographie astronomique, les astronomes, en fait, pour laisser une trace de leurs observations, devaient dessiner ce qu'ils voyaient au télescope. Donc ils avaient une acuité visuelle tout à fait extraordinaire, et beaucoup d'entre eux avaient un sens artistique et un coup de crayon absolument fantastique. Quand on regarde les cartes de la Lune, un vaste ensemble de cartes de la Lune très détaillées, dessinées par Cassini au XVIIe siècle, on est émerveillé à la fois devant la rigueur, la précision scientifique, mais devant la qualité artistique de ces travaux. Voilà. Et puis aujourd'hui, bien sûr, le satellite et l'image satellitaire a modifié complètement les choses. Et on a d'autres paysages célestes que nos yeux ne peuvent pas percevoir, ce qui nous ramène à ce à quoi vous faisiez allusion tout à l'heure, c'est-à-dire que depuis 20 ou 30 ans, il y a tout un nouveau domaine, comme une nouvelle fenêtre qui s'est ouverte sur l'univers, qui est inaccessible à notre regard, à nos yeux ou à la photographie, parce qu'il s'agit de longueurs d'onde, par exemple, qui ne parviennent pas au sol, par exemple les rayons X ou le rayonnement infrarouge. Et donc on a placé des télescopes sur orbite, sur des satellites artificiels qui observent les cieux dans ces longueurs d'onde et qui ont dévoilé des paysages célestes tout à fait insoupçonnés. Alors, on va être maintenant plein dans l'imaginaire et dans l'insolite, car le monsieur qu'on va découvrir, le rationnel, c'est pas du tout son truc. Lui, il cherche plutôt à brouiller les pistes. Et son plus grand plaisir, ce serait que, plus tard, dans quelques années, tout le monde se demande pourquoi un jour, il y a eu ces immenses totems d'inspiration inca en plein cœur de l'Ariège. Voilà, alors, je ne sais pas si les œuvres perturberont les scientifiques d'ici 50, 60 ans de ce monsieur. Alors, vous êtes aussi sculpteur, peut-être pas dans le même style que notre ami Masson, mais lui, alors, il a complètement transformé son univers, sa maison, son jardin, il en a fait un parc à sculptures. Ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant quand même. Oui, alors bon, si je ne partage pas tout à fait l'un de ses commentaires selon lequel il avait l'air de dire que la démarche scientifique et la meilleure compréhension semblaient tuer un petit peu l'émerveillement devant le monde, je pense que c'est l'inverse. En revanche, j'ai toujours été fasciné par cette forme d'art que l'on appelle en fait l'art brut, c'est-à-dire donc une expression artistique qui est réalisée par des artistes non professionnels qui sont maçons, facteurs, fameux palais des facteurs cheval notamment, et je suis effectivement fasciné par cette expression artistique qui ne rentre pas dans des cadres conventionnels de l'expression artistique à la mode, etc., et où vraiment les artistes qui prétendent ne pas l'être, en fait, mettent en quelque sorte leur tripe sur la table, si j'ose m'exprimer ainsi, où réellement ils mettent vraiment ce qu'ils ont à eux et ils l'expriment à leur façon. Par exemple, j'ai une petite propriété en Bourgogne, et pas très loin de là, il y a une petite ville dans le nord de Lyon qui s'appelle Dissy, dans laquelle il y a un extraordinaire musée d'art brut qui s'appelle la Fabuloserie et qui est rempli de ce que j'estime être des chefs-d'œuvre artistiques qui ont été exécutés par des personnes qui sont des paysans, des cultivateurs, des postiers, etc. Voilà, et vous m'avez dit l'autre jour au téléphone qu'à la limite, un de vos rêves, ce serait presque de transformer dans votre maison de Bourgogne justement un des champs comme une espèce de lieu d'exposition de sculpture. C'est exact, j'ai effectivement un grand champ d'environ 1 hectare et à terme, j'aimerais effectivement l'aménager en parc à sculpture pour accueillir de sculpteurs professionnels, mais également des sculptures de sculpteurs non professionnels. Voilà, une des vertus de la Corse, c'est entre autres d'avoir su justement préserver son environnement et sa nature. C'est un pays d'une beauté extraordinaire qui mérite bien son nom d'île des merveilles.
Alors vous qui essayez de comprendre le mécanisme du monde, hein, comment le monde fonctionne, et vous voyez des scientifiques qui, eux, passent leur temps à sauvegarder une espèce rare, vous vous dites c'est deux univers complètement différents ou au contraire? Je ne pense pas, au contraire, je pense que ce sont des univers qui se rejoignent, en tout cas qui se prolongent l'un l'autre. Parce que lorsque, par exemple, les astrophysiciens, les astronomes et les cosmologistes sont parvenus à reconstituer les 15 milliards d'années de l'histoire cosmique à partir de la naissance de l'univers au Big Bang jusqu'au développement de ce qu'on peut appeler la complexité, c'est-à-dire par exemple l'apparition de la vie et même de la conscience, d'être vivant et d'être conscient sur des planètes, cela pose beaucoup de questions sur le futur et sur l'avenir de la conscience. Et parmi ces interrogations passe notamment par la préservation de l'environnement, la sauvegarde des espèces, ne serait-ce que pour sauvegarder notre propre espèce, qui est l'espèce humaine, et qui parfois se met en danger. Joseph, qui vient nous rejoindre, Jean-Pierre Luminet. Alors, Joseph, oui, regardez. Bonjour. Bonjour. Il apparaît dans notre galaxie. Et alors, être au 7e ciel, c'est vraiment une expression qui était faite pour vous, ça? Donc, d'abord, être ravi au 3e. Ah, au 3e. Ah bon, c'est pas être au 7e ciel. Au 3e, d'abord. Je parle sous le contrôle d'un savant, donc si je dis des bêtises, il peut m'interrompre. Il va vous taper. Alors, il paraît que les anciens avaient organisé l'univers d'une manière très particulière, avec beaucoup d'imagination, parce que ça les arrangeait que ce soit comme ça. Alors, au centre du monde, il y avait la Terre. Pour les astres et les dieux, ils avaient imaginé des sphères de cristal transparentes qui tournaient autour de la Terre. Chaque sphère était un ciel. Alors, ils étaient 7 ciels, superposés dans l'ordre de leur distance par rapport à la Terre. Alors, première série, le ciel de la Lune, qui était le plus près de la Terre, puis Mercure, puis le 3e ciel, Vénus, puis le Soleil. Alors Vénus, c'est la déesse de l'amour, et on commençait à être ravis au 3e ciel, ce qui était le cas de Saint Paul le Coquin. Alors, ensuite venait le ciel de Mars, le ciel de Jupiter et le ciel de Saturne, c'est-à-dire le 7e ciel. Et enfin, il y avait une dernière sphère qui portait toutes les étoiles, c'était l'Empyrée. Alors, Copernic, au XVIe siècle, il a remis tout ça à sa place et il a balayé ses fantasmes, si on peut dire, mais le 7e ciel, qui était celui de Saturne, ce fut définitivement celui du bonheur, celui de l'extase. Alors, il y a l'expression les Saturnales, ça durait 7 jours de libation, d'ivresse, il faut bien dire de licence et même de débauche. Alors, qu'est-ce qu'il est resté de ce système des anciens? Il est resté l'expression « au juste ciel, aux cieux ». Et parmi ces cieux, le 7e, pour vous, mesdames. Oh, merci beaucoup, Joseph. Alors, vous disiez tout à l'heure, Jean-Pierre Luminet, la rigueur scientifique est créatrice. Au regard de tout ce que vous faites en dehors de vos recherches, on peut dire que c'est vrai. Et parmi les livres, on peut en signaler 3. Alors, il y a un livre qui est un livre scientifique, hein, c'est l'invention du Big Bang au seuil. Et puis, pour tous ceux qui, comme vous, sont intéressés ou inspirés par le ciel, il y a d'abord un livre qui est publié au Cherche-Midi, c'est Les Poètes et l'Univers. Là, c'est un recueil de textes. Il s'agit d'une anthologie, comme mon éditeur, effectivement, m'avait demandé, une anthologie qui présente, en fait, les plus beaux textes de la poésie qui sont consacrés à l'émerveillement devant le ciel, et en particulier de très beaux textes antiques et médiévaux qui font allusion à ce 7e ciel qui est très proche du paradis, parce que c'est très proche de la demeure des dieux, et en particulier la divine comédie de Dante, et vraiment le récit de la traversée de ces sphères successives, Dante en compagnie de sa bien-aimée Béatrice. Voilà, et puis un recueil de poèmes, puisque vous êtes aussi poète, c'est Noir Soleil, toujours au Cherche-Midi éditeur. Et là, c'est pareil, c'est l'ombre, c'est la lumière, c'est à la fois la rigueur scientifique et l'imaginaire. En fait, j'ai toujours pensé qu'il y avait de nombreux moyens d'expression. Et donc, par exemple, l'approche scientifique du monde, c'est une approche logique et rationnelle, mais elle ne suffit pas pour décrire toutes les facettes d'une réalité infiniment complexe. Donc, l'expression poétique, l'expression littéraire, l'expression musicale, artistique en général, et l'expression philosophique également, sont des expressions complémentaires, et donc certaines d'entre elles, j'ai tenu à les explorer et à les exploiter à ma façon. Voilà. Donc, dans Noir Soleil, et puis vous vous occupez aussi d'une exposition, mais pour plus tard, à partir du mois d'octobre, qui aura lieu à la Grande Bibliothèque. Oui. Donc vous êtes en quelque sorte le commissaire général, c'est ça? Et là aussi on retrouve le ciel, bien sûr. Hein? Ce sera consacré au ciel? Tout à fait. Cela fait écho à précisément ce que nous disions tout à l'heure, les aperçus historiques, les reconstitutions historiques des systèmes imaginaires
imaginés par les anciens seront particulièrement mis en valeur dans cette exposition à travers de fantastiques manuscrits et de livres très anciens qui racontent précisément la façon dont les anciens imaginaient l'emboîtement des sphères du monde faisant passer de la Terre au ciel. Merci beaucoup Jean-Pierre Lumigny, on était ravis de passer cette matinée en votre compagnie. Passez une excellente journée. Merci. Nous nous retrouverons et notre prochaine invitée ce sera Marie-Christine Barrault. Bonne journée à vous aussi.